Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la réponse d'Éric Fournier par rapport à la pollution de la Haute-Vallée de l'Arve, et plus particulièrement au PM10? Le Fournier il parle des PM10 parce que effectivement c'est à peu près la seule chose qui est en train de diminuer en termes d'émissions polluants. Donc comme tous ceux qui ou connaissent pas le dossier ou veulent minimiser la gravité de la situation, ils parlent des PM10 parce que naturellement les nouveaux moteurs diesel produisent de moins en moins de PM10. Par contre, produisent excessivement de PM2,5, qui sont des molécules, des microparticules beaucoup plus fines, beaucoup plus dangereuses, et qui ne sont pas mesurées. Donc dire que les PM10 diminuent et par extrapolation se faire mousser en disant que c'est grâce à lui ou grâce à eux parce qu'ils ont changé les choses, c'est simplement un mensonge éhonté. Les PM10 diminuent parce qu'on en produit moins. Et ils restent quand même extrêmement nocifs pour la santé, ils restent extrêmement importants, ceux qu'on respire dans la vallée sont importants, mais c'est surtout tous les PM2,5 qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, parce que la loi n'impose pas de les mesurer en France, en Europe, alors que par exemple aux États-Unis, les indices de qualité de l'air tiennent compte des PM2,5, Air Rhône-Alpes, eux, ils tiennent compte que des PM10. J'imagine que ça arrange tout ce petit monde de ne pas tenir compte des PM2,5 et de ne pas les mesurer, parce que sinon on se verrait que la situation n'est pas si glorieuse que ça. Donc oui, les PM10 diminuent, c'est de la faute à personne, c'est grâce aux moteurs qui les produisent moins, mais ces moteurs nous trahissent en produisant beaucoup plus de PM2,5. Donc on est exposé à des microparticules qui sont encore plus dangereuses que les PM10. Donc à la question pourquoi Fournier dit ça, Fournier dit ça soit parce qu'il ne connaît pas le dossier, ce qui n'est pas impossible, vraiment précisément, et puis parce que ça l'arrange de sortir une courbe décroissante, hein, ça voilà. Et puis soit parce qu'il le sait et qu'il ment, voilà, c'est les deux seules raisons. Hein. On imagine bien que c'est pas en mettant 3 bus électriques à Chamonix que ça sauve la qualité de l'air de la vallée. Donc voilà, oui, il dit ça, mais il a toujours retenu des discours un peu pas très précis, quoi, on va dire. Et sinon, toi, le bilan sanitaire de notre vallée, alors qu'est-ce que tu peux en dire, toi ? Moi, le bilan sanitaire de la vallée, moi, je ne tire pas un bilan sanitaire de la vallée. Moi, je parle d'une étude qui a été faite, simplement, il y a 3 ans, maintenant, 2 ans, suite aux législatives, par Nicolas Hulot, qui avait demandé je pense que c'est à l'Institut National de Veille Sanitaire, ou à l'IGAS, de faire une étude dans la vallée, qui montrait qu'il y avait 80 morts prématurés par an dans notre vallée. Donc, moi, à l'époque où j'avais pris la parole, que tout le monde avait été choqué, je parlais de 60 à 70 morts. Les élus avaient dit que je mentais. L'étude qui a été faite derrière a montré qu'il y avait 80 morts. Donc notre vallée est une vallée où il fait mauvais vivre, voilà, en termes de qualité de l'air. Et toi, tes préconisations, alors, ce seraient lesquelles ? Mes préconisations, à quel niveau ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'air ? Voilà. Ou alors, ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'air, il y a plusieurs choses à faire. Il faut lutter contre le transport qui traverse notre vallée à outrance, les transports internationaux routiers, là, les 560 000 camions par an qui traversent la vallée de l'Arve. Il faut les mettre sur le train. Il faut fermer des industries extrêmement polluantes, comme l'incinérateur, qui brûle nos déchets, mais aussi qui importe des déchets d'autres régions, parce qu'il faut bien rentabiliser le site d'incinération de Passy. SGL Carbone, c'est une usine extrêmement polluante, extrêmement dangereuse, qui fabrique du graphite. Alors c'est une usine un peu stratégique d'un consortium européen, tout ça c'est un peu obscur, qui fabrique du graphite pour les centrales nucléaires, donc j'imagine que personne n'a envie de fermer ça, c'est trop important. Donc voilà, il ne faut pas simplement interdire les foyers ouverts comme l'a fait le préfet, c'est gentil, mais oui, bien sûr qu'il faut interdire les foyers ouverts, c'est une évidence. Les constructions récentes dans notre vallée ne peuvent pas avoir l'autorisation de mettre des foyers qui polluent extrêmement, qui ont un très mauvais rendement, et en plus de ça, qui ont un très mauvais rendement énergétique. Donc non seulement une cheminée à foyer ouvert, ça pollue, mais en plus de ça, ça ne chauffe pas. Donc dans une vallée comme la nôtre, ça n'a pas de sens. Donc l'interdire, c'est bien, mais que ce soit la seule mesure, c'est une fois de plus taper sur la seule personne
à savoir le citoyen qui n'a aucun recours pour dire que c'est dégueulasse. On ne va pas mettre les camions sur le rail parce que là, ça implique trop d'engagement politique et voilà. On ne va pas fermer l'incinérateur parce que je ne sais pas quoi d'ailleurs. Hein. On pourrait très bien faire un centre de tri et de recyclage en 2020, à un moment où on manque de tout, à un moment où on n'a plus de ressources. Le fait de recycler ce qui est recyclable, ça devrait être une logique absolue, mais non, on préfère brûler ce qui est recyclable. Donc il y a plein de choses à faire dans notre vallée. Mais j'ai envie de dire, malgré tout, que le principal rôle des élus, même s'ils ne peuvent pas forcément agir au niveau local, un maire de Sallanches ne peut pas interdire les camions de traverser la vallée, ce n'est pas dans ses prérogatives, ce n'est pas dans son rôle. Ce qu'on attend de nos élus, c'est de dénoncer la situation sanitaire, et c'est de ne pas l'accepter. Et c'est de faire pression sur ceux qui peuvent, à savoir l'État, les pouvoirs publics, de mettre en œuvre des moyens pour mettre les camions sur le rail, pour faire au niveau national une grande campagne pour arrêter l'incinération. On est un des pays d'Europe qui incinérons le plus. Il faudrait qu'on dénonce ça, qu'on décrète la fin de l'incinération et qu'on mette en place une politique de tri et de recyclage comme il en existe dans plein de pays. Voilà. Donc nos élus devraient être à nos côtés pour dénoncer une situation sanitaire qui est dramatique, pour laquelle ils ne peuvent pas forcément faire grand-chose au niveau local, mais le fait que ils s'accommodent de ça, le fait qu'ils n'en parlent pas, et le fait de voir que des gens comme Fournier minimisent la qualité de l'air en disant que ça s'améliore en montrant des courbes qui ne correspondent plus à rien, parce que les PM10, plus personne ne devrait en parler maintenant, il y a d'autres problèmes, quelque part, ils ne sont pas en phase avec leur population. Et c'est ça qu'on peut leur reprocher, c'est-à-dire d'avoir un discours qui n'est absolument pas du niveau de ceux qui devraient avoir en étant élus. Voilà. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la qualité de l'air et la mauvaise qualité de l'air est un épiphénomène de la manière dont on vit tous. C'est-à-dire que c'est pas que les élus sont coupables de ne pas jouer leur rôle de défenseur de leur population, ça c'est sûr, mais nous on est tous responsables de la manière dont on vit, au-dessus de nos moyens, et nous sommes les premiers producteurs de cette pollution. Qu'on le veuille ou non, les camions ils passent pas là par hasard, les camions ils passent par là parce que tout le monde consomme énormément, on fait tous venir des marchandises de partout, donc il faut bien comprendre que notre mode de vie, notre société, notre civilisation thermo-industrielle basée sur les hydrocarbures qui nous permet de vivre correctement, de vivre au-dessus de nos moyens, parce que l'interview qu'on fait là et qui te prend 1 heure dans la journée, on le fait parce qu'on n'a pas à cultiver notre jardin, à chasser ou à produire ce qu'on va consommer, ce qu'on va manger ce soir. On ouvre notre frigo et on a tout dedans parce qu'il y a une énergie qui est utilisée pour ça et qui nous permet d'avoir ce niveau de vie. Il y a Jean-Marc Jancovici, qui est un polytechnicien très connu, qui fait partie d'une boîte qui s'appelle Carbone 4, qui travaille avec Macron, enfin qui travaillait, il a laissé tomber parce que, comme tout le monde, il s'est rendu compte du marché de dupes qu'il pouvait y avoir avec ce gouvernement. Mais Jean-Marc Jancovici, il explique très bien que pour qu'un occidental vive avec son niveau de vie d'occidental, il a besoin de 400 esclaves énergétiques par jour. C'est-à-dire qu'on a tous l'équivalent de 400 personnes qui travaillent en termes d'énergie produite pour nous permettre d'avoir le temps et d'avoir la vie qu'on a. Donc on vit tous au-dessus de nos moyens, tous. Et ça a une répercussion sur notre environnement, l'eau qu'on boit, hein, on la pollue, l'air qu'on respire, hein, ce qu'on brûle, on le consomme, et puis l'alimentation qu'on mange, voilà. C'est-à-dire qu'on veut de plus en plus de produits, et donc on utilise de plus en plus d'intrants, de produits chimiques pour faire pousser tout ça. Toute cette société qui est basée sur le pétrole est responsable d'un impact environnemental majeur, et l'air est un épiphénomène de notre manière de vivre. Donc plus que de nous focaliser sur la qualité de l'air dans nos vallées, on doit se poser la question de la manière dont on vit tous. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est soutenable? La réponse, c'est non. Est-ce que la croissance à tout prix dans un monde limité, c'est quelque chose qui peut durer? La réponse, c'est bien évidemment non. Hein. C'est une question qui a été posée dans les années 70 par le Club de Rome,
et qui a demandé à une équipe de scientifiques de créer un modèle qui ferait qu'on évalue la croissance infinie. Qu'est-ce que ça donne dans une planète où il y a des ressources limitées? Donc il y a une équipe qui s'appelle l'équipe Meadows qui a fait un rapport dans les années 70 et qui a mis dedans toutes les données d'époque qu'ils avaient en termes de croissance de population, de consommation des énergies fossiles, de consommation des énergies renouvelables, eau, bois. Et l'ensemble de ces données, ils ont créé un modèle qu'ils ont laissé évoluer et ils se rendent compte que ce modèle n'est pas viable et s'effondre au bout d'un moment. Donc ça, c'est dans les années 70 et le modèle s'effondre 40 à 50 ans après, donc dans les années 2020. Donc on y est. Ce modèle a été réévalué en 1994, réévalué en 2014 avec les nouvelles données et il amène toujours au même résultat, à savoir que la manière dont on vit n'est pas viable. On vit, on produit, on consomme, on pollue. Donc la croissance infinie n'est pas tenable. Donc on en est là aujourd'hui. Tous les voyants rouges qui s'allument sur la biodiversité qui s'effondre, sur le climat qui s'effondre, sur les ressources qui s'effondrent, eh ben c'est le résultat de la manière dont on vit tous. Donc la vraie question, c'est comment faire ? Comment appréhender ce qui devrait être en fait la logique de demain, à savoir la décroissance ? Comment consommer moins, comment consommer mieux, comment respecter l'environnement dans lequel on vit. Donc les élus qui devraient mériter d'avoir accès au poste d'élus et de représentants de leurs administrés ou des Français pour les plus hautes instances de l'État, ça devrait être des élus qui devraient aborder ces problématiques. Alors on voit bien que la seule problématique qui est abordée, c'est la croissance à tout prix. Donc c'est très inquiétant tout ça, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que posons-nous des vraies questions, voyons si nos élus nous posent les bonnes questions et surtout nous amènent les bonnes solutions. Et on se rend compte qu'il y a du chemin à faire, quoi.